En attendant que les gens qui sont encore à l'inscription prennent leur place, je vais commencer à vous présenter cette soirée. Soyez les bienvenus, je suis content de vous voir ici si nombreux, parce que ça veut dire que le choix de thématique qu'on a fait est tout à fait juste et pertinent. Vous savez, quand on choisit des thématiques pour les relations, on essaie toujours de répondre à des réalités du moment, mais on n'est jamais trop sûr si notre choix est juste ou non. Et c'est la présence du monde qui, en quelque part, nous le dit. Et pourquoi nous avons choisi cette thématique santé mentale au-delà d'une biologisation réductrice? Pour une raison très simple, parce que si dans les années 70-80, et je dirais même jusqu'aux années 90, la prise en compte du contexte social et d'autres phénomènes, d'autres réalités au-delà de strictement médical ou biomédical était de mise, il y avait beaucoup de développement dans ce sens-là. Je pense qu'on peut parler au moins depuis une dizaine d'années d'un retour négatif du balancier dans lequel on essaie de réduire toute la question de la santé mentale à une stricte question biomédicale, à des équilibres ou des déséquilibres biochimiques dans le cerveau, ce qui comporte une action presque exclusivement ou de façon centrale à travers une action médicale des médicaments. Et nous croyons, et nous le disions déjà, il fait 10 ans, dans un numéro de la revue Relations publié en 2001 sur la question de la santé mentale, on présentait les dossiers dans une phrase très courte qu'en quelque part on peut répandre aujourd'hui comme la raison d'être de cette soirée. On disait la santé mentale s'inscrit dans un cadre social et politique qui doit être pris en compte si on veut mieux comprendre les phénomènes. Et on faisait appel, entre autres, au sociologue Alain Ehrenberg, qui avait travaillé dans cette ligne. Évidemment qu'on aurait pu s'en aller très loin dans un sujet comme ça, et les possibilités de sujets ou de thématiques précises et spécifiques étaient énormes. Non? Il fallait faire un choix. Et notre choix s'est concentré sur 3 avenues, 3 éléments qui ne sont pas les seuls, mais qui nous semblaient ceux qu'il fallait prendre pour répondre à cette réalité d'une vision strictement ou surtout biomédicale de la santé mentale. Une de se demander quelles sont les raisons ou les éléments dans le contexte social dans lesquels la maladie mentale s'inscrit, comment ça influence, non? Le développement des affections mentales, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est demander d'abord pourquoi nous avons il existe cette tendance à médicaliser la santé mentale et quelles sont les alternatives qu'on peut trouver et qui sont déjà en marche depuis des années au Québec et qui sont porteuses d'avenir. Et un troisième aussi, regarder un peu tous les liens qu'il peut y avoir, autant je dirais en positif comme en négatif, entre santé mentale, spiritualité, religion, religiosité, qui en quelque part pose sur la table la question de la culture, que ce n'est pas seulement la question sociale à large qui doit être prise en compte, mais la dimension culturelle aussi, et dans une société, une diversité culturelle grandissante comme le Québec, il nous semblait qu'il fallait poser cette question qu'on ne pourrait pas y épargner, qui venait en quelque part compléter ou même, je dirais, enrichir la question plus sociale large. Nous avons, pour répondre à ces 3 questions, 3 personnes que je vais vous présenter au fur et à mesure de leurs interventions. La première personne qui va intervenir, c'est à mon extrême gauche, c'est Marcel Otero. Il est sociologue, il est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Il est auteur, publié récemment, il fait quelques semaines, du livre L'ombre portée, l'individualité à l'épreuve de la dépression, chez Boréal 2012. Il est également chercheur au sein du collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale. Et la commande qu'on lui a faite répond à la première question que je vous mentionnais tout à l'heure. Quelles sont les causes sociétales du mal-être contemporain, surtout exemplifiées
par les taux élevés de dépression et des anxiétés reliées à cette réalité. Alors Marcelo, c'est à ton tour pour 20 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de partager cette table avec Mme Corin et M. Théoré. Pour 20 minutes, c'est trop de questions qu'on nous a posées. Donc, on va essayer, en quelque sorte, de brosser un portrait relativement schématique, mais qui, j'espère, va nous intéresser tous, va nous interpeller, et va nous pouvoir permettre de repenser les problèmes de santé mentale sous des bases autres que la seule maladie, la seule molécule qui va la guérir. Aujourd'hui, on est presque sûr que la dépression est une maladie. Et on est sûr aussi, ou presque sûr, que la dépression est une maladie qui est une épidémie. Et entre 10 et 25% des femmes auront ou ont une dépression au cours de leur vie, entre 5 et 12% d'hommes aussi. L'Organisation mondiale de la santé en 2001 nous a dit que vraiment la dépression majeure était une épidémie et c'était la principale cause d'incapacité, d'années vécues avec une incapacité. On prévoit dans ce même rapport de 2001 qu'en 2020, ce serait la première maladie de laquelle il faudrait s'en occuper. À partir de la fin des années 90, les économistes commencent à parler de la dépression comme le cancer qui ronge pas seulement les êtres humains, mais aussi les finances des entreprises à cause de l'absentéisme et des problèmes de travail qui sont occasionnés. Environ, selon plusieurs recherches, un demi-million de Canadiens s'absentent du travail par semaine et en raison d'un problème de santé mentale. Une étude très récente aussi nous dit que 50% des absences au travail au Québec correspondent à des problèmes de santé mentale. Donc les chiffres vont tous dans le même sens. Si on regarde quelles sont les principales raisons de consultation au Canada, qu'est-ce qu'on a dans les 4 premiers postes? On a 4 maladies chroniques. L'hypertension, le diabète, avec 20 millions et 10 millions de consultations par année, suivi de la dépression et l'anxiété, avec 8 et 6 millions de consultations par année. Donc l'affaire est sérieuse. Si on regarde le Québec, les données ne changent pas beaucoup. D'abord l'hypertension, après le diabète, ensuite l'anxiété et après la dépression. Ce qui est intéressant, c'est que dans les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, l'anxiété n'est même pas mentionnée. Mais depuis quelques années, l'anxiété commence à rattraper la dépression. Et dans les cas de Québec, que parfois est à l'avant-garde au niveau de certains dossiers, et l'anxiété dépasse par quelques 20 000 consultations la dépression. Donc on n'est pas si sûr si la dépression est le seul problème ou elle se transforme. Autrement dit, est-ce que c'est une vraie maladie? Est-ce qu'il y a une consistance vraiment aussi ferme qu'on peut parler comme telle et qu'on peut les donner un médicament en quelque sorte pour régler le problème? Si on regarde Montréal, les chiffres sont semblables. Si on regarde les gens qui ont eu un contact avec les systèmes de santé pour des raisons de santé mentale, environ entre 60 et 75% des gens l'ont fait pour un problème d'anxiété ou un problème de dépression. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on regarde la publicité du ministère des Services sociaux de santé du Québec, la publicité que vous avez vue certainement, où on nous dit la dépression, c'est une maladie tout comme les cancers. Consultez votre médecin. L'affaire est réglée. Si la dépression est comme le cancer, et je nous dis consultez votre médecin, les médecins ne donnent pas des conseils, les médecins donnent des médicaments. Donc l'affaire est réglée. Évidemment, et c'est une façon de régler la question de manière assez rapide. Cette publicité est faite avec les meilleures intentions, c'est-à-dire dans le but de contrer les stigmatisations par rapport à des problèmes de santé mentale, mais le message est le même. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un problème de santé mentale dont la prévalence est absolument effarante? On va voir le médecin. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait parce que si on regarde la consommation de médicaments au Canada, on voit que si on regarde le nombre d'ordonnances exécutées en pharmacie, le premier poste est occupé par quoi? Par les antidépresseurs, avec 34 millions d'ordonnances, suivis par les médicaments contre le cholestérol. Si on regarde le Québec, le portrait est semblable. On a 14 millions de consultations par rapport aux médicaments contre le cholestérol, suivis des antidépresseurs, avec 12 millions. Évidemment, un antidépresseur, malgré le nom qu'il porte, il est utilisé par d'autres choses que
que par la dépression. Mais essentiellement, il est utilisé par soigner, prendre en charge ou traiter la dépression. Ce qui est intéressant, c'est que la dépression, avec des prévalences dont j'ai parlé tout à l'heure, est tellement généralisée que quoi de plus naturel que ce soit un médecin généraliste qui la prenne en charge. Ce ne sont pas les psychiatres qui font les ordonnances, les prescriptions des antidépresseurs, ce sont les médecins généralistes. En plus, ils les font avec une rapidité effarante. Et aujourd'hui, il existe des tests ou des méthodes diagnostiques qui permettent très vite de diagnostiquer ce qui n'y va pas. Et ce qui ne va pas habituellement se trouve déjà codifié dans un certain nombre de manuels psychiatriques dont je vais parler tout à l'heure. Et les médecins généralistes, de manière très rapide, ils vont faire les liens entre les diagnostics de dépression et la prescription d'un antidépresseur. Et évidemment, si un médicament s'appelle un antidépresseur, quoi de plus naturel qu'il guérisse la dépression. Mais on va voir que, certainement, ces médicaments-là sont utilisés pour toutes sortes de choses. Le dernier rapport du commissaire à la santé a montré que les antidépresseurs sont utilisés au moins pour une vingtaine de problèmes différents. Donc, il y a des questions à se poser par rapport à cette idée, pourquoi on l'appelle comme ça. Évidemment, il y a une question symbolique très forte. Si vous êtes déprimé, on vous a donné ces diagnostics, et parfois c'est les personnes elles-mêmes qui vont très vite aller avec les diagnostics voir le médecin. Si on prescrit un antidépresseur, encore une fois, le cercle est fermé. Et si on voit un petit peu une fois qu'on a un diagnostic de dépression, je dis la plupart des fois posé par un médecin généraliste, entre 80 et 90% des fois, le diagnostic est suivi de la prescription. C'est très rare, une fois qu'on a un diagnostic de dépression, qu'il y ait autre type de thérapie qui s'ensuit. Les traitements indiqués pour la dépression est cautionné par, je dirais, toute la science biomédicale et psychiatrique et des antidépresseurs. Alors l'histoire des antidépresseurs et de la dépression et de l'anxiété est très vieille. Si on prend ne serait-ce que le Québec, et on prend le Québec à partir des années 50, on voit qu'il y a déjà, à ce moment-là, un mélange des molécules et des médicaments qui sont consacrés à traiter soit l'anxiété, soit la dépression, soit les deux. Et soit aussi le stress. À cette époque-là, dans les années 50, la notion de stress, de tension de la vie quotidienne, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et les gens vont consulter déjà, ils vont trouver soit un benzodiazépine, soit un hypnotique si on ne peut pas dormir, soit un stimulant si on n'a pas d'énergie, soit un antidépresseur si ce qu'on a ressemble un petit peu à un diagnostic de dépression. Mais il y a aussi l'anxiété. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens aussi qui sont diagnostiqués comme des anxieux. Et si vous prenez les années 50, 60, 70, 80 jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une danse des molécules et aussi des noms de ce dont on souffre. Il y a ce qu'on appelle un petit peu en sociologie une sorte de nébuleuse d'anxiodépression dont, selon les décennies, les problèmes dont la personne souffre vont être définis du côté de l'anxiété ou du côté de la dépression, mais toujours on va aller d'un pôle à l'autre et on va en quelque sorte prescrire des médicaments qui vont du stimulant à un jusqu'à l'antidépresseur. Et même parfois la même molécule, comme un antidépresseur dans les années 80, les antidépresseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui ont l'ancêtre le plus clair en 57 et sont utilisés pour d'autres choses aussi. Parfois, on utilise les antidépresseurs pour traiter l'anxiété, donc on peut se poser la question, est-ce que c'est cette espèce de lien entre dépression et antidépresseur, est-ce qu'il faut vraiment croire de manière forte, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière ça? On est aussi dans toute société, toujours, il y a eu ce qu'on peut appeler une nervosité sociale. Disons, les gens ont toujours eu des problèmes de santé mentale, des formes différentes. Les pionniers l'un des pionniers de la sociologie, Émile Durkheim, avait en quelque sorte consacré un bouquin classique au suicide, pas parce qu'il croyait qu'une société pouvait ne pas avoir des suicides, mais parce que la prévalence de suicides, les taux commençait à varier de manière importante. Et si on regarde la dépression et on regarde les comportements de prévalence, on peut se poser des vieilles questions. Pourquoi les dépressions augmentent depuis quelque temps? Et pourquoi, d'un autre côté, on nous dit que la dépression est, en quelque sorte, peut être traitée par un médicament, par un traitement de choix qui sont les antidépresseurs? Alors, si on prête toute bonne foi, disons, à tous les scientifiques d'un côté comme de l'autre, on peut voir ceci. D'un côté, depuis les années, je dirais, la fin des années 90 ou des fins des années 80 jusqu'à maintenant, la prévalence de la dépression augmente.
parfois stagne un petit peu, mais augmente. D'un autre côté, si vous lisez les revues de psychiatrie ou des pharmaceutiques, vous allez voir qu'on nous dit qu'on la traite de mieux en mieux, que les médicaments sont de plus en plus efficaces. Mais la prévalence ne descend pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se trompe d'un côté comme de l'autre. Soit les prévalences sont mal prises, il y a un problème de mesure, soit les médicaments ne sont pas si efficaces que ça. Parce que si les médicaments fonctionnent, autant qu'on nous dit, les taux de dépression devraient diminuer de manière importante. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La dépression est là, elle reste, soit elle stagne, soit elle monte, mais on ne peut pas dire qu'au Québec et au Canada, on ne prend pas des antidépresseurs. Les chiffres que je vous ai donnés, premier poste au Canada, deuxième poste au Québec. On en prend et les problèmes ne se règlent pas. Donc, ce qu'il ne faut pas regarder un petit peu ailleurs. Il y a plusieurs manières de s'attaquer à ce problème-là. D'abord, une manière historique, il y a toujours eu des tensions sociales et on n'a pas toujours eu recours à des médicaments psychotropes. Pourquoi les médicaments semblent faire l'affaire de tout le monde? Il y a d'un côté beaucoup de travaux qui sont très intéressants sous la pression très forte des compagnies pharmaceutiques sur les prescripteurs. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. La pression est énorme. Mais d'un autre côté, du côté du public aussi, parfois les médecins généralistes, quand on fait des entrevues avec eux, ils nous disent, les médecins viennent déjà, avec le diagnostic, ils viennent demander un antidépresseur. Je ne peux pas ne pas leur donner. Et d'un autre côté, on a aussi des grilles diagnostiques qui sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut aller sur Internet, regarder un certain nombre de grilles diagnostiques et regarder les items, les 9 critères diagnostiques qui vont dire si vous êtes déprimé ou pas, et vous vous sentez interpellé, forcément. Et c'est très difficile de lire ces 9 critères et ne pas vous trouver d'une manière ou d'une autre identifié à ce type de diagnostic-là. Donc, pourquoi, en quelque sorte, les problèmes de santé mentale en général et la dépression sont aussi prégnants? Je dirais on pourrait pointer un certain nombre de transformations. Je vais laisser un petit peu les plus classiques, c'est le relié à la force d'une industrie qui veut nous vendre quelque chose, parce que c'est un trait de toute société capitaliste. Si on peut nous vendre quelque chose, on va le faire. Et on va essayer de le faire. Mais pourquoi ça fonctionne plus qu'avant et pourquoi sous cette forme-là, sous la forme de la dépression? Il y a depuis, je dirais, au moins une trentaine ou quarantaine d'années, une sorte de transformation au niveau de la subjectivité sociale qui est très importante. Aujourd'hui, tout le monde souffre, ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Si vous avez vu, par exemple, des études sur les ouvriers, les cols bleus de la ville de Montréal, c'est les corps de métiers peut-être les plus virils, les plus masculins qu'on puisse trouver, dans une étude qui a été faite sur la santé mentale des cols bleus, on voit que plus de 50% d'entre eux ont des problèmes de souffrance psychique. La souffrance psychique, c'est devenu pas seulement un problème pathologique, mais une façon d'exprimer que quelque chose ne fonctionne pas sans que ce soit forcément une maladie. Au niveau de mon travail, il y a des choses qui, en quelque sorte, qui ne sont pas plaisantes, le travail empiète sur ma vie privée, je n'arrive pas à gérer mes horaires, on me demande trop, je ne suis pas satisfait avec la qualité du travail que je fais, avec ce qu'on me demande, ou je n'ai pas carrément de travail, je vais souffrir. Et cette souffrance-là, en dimension politique, qui est relativement forte, il est plus écoutée aujourd'hui. Il y a, je ne sais pas si peut-être vous le connaissez, il y a un roman qui a été écrit il y a quelques années, qui a été très primé, qui s'appelle Cao Calmo, de Sergio Veronese, sur un homme d'affaires d'une quarantaine d'années, un type beau, avec succès, etc., dont sa femme meurt, et d'un anévrisme de manière soudaine. Lui aimait sa femme, lui avait une fille qui aimait aussi, tout allait très bien, mais lui ne souffre pas. Donc lui n'exprime pas sa souffrance et on commence à le regarder lui-même comme un être étrange. Une sorte de révision de l'étranger de Camus, mais avec un homme, pas un manœuvre ou quelqu'un qui n'avait pas une carrière sociale comme lui, mais c'est quelqu'un qui est soupçonné parce qu'il ne souffre pas, malgré le fait qu'il aimait sa femme, malgré le fait qu'il était triste, malgré le fait qu'il a ressenti cette perte-là, il ne souffre pas, et cette souffrance, elle lui est exigée. Et en quelque sorte, on lui demande aussi de se faire traiter.
Aujourd'hui, si on souffre, on nous presse de nous traiter. Si vous avez un problème au travail, peu importe lequel, et vous dites, bon, je suis fatigué, etc., bon, vous allez voir votre médecin, vous pouvez demander un congé, mais si vous ne prenez pas les traitements indiqués, c'est-à-dire un antidépresseur ou un médicament qui va en quelque sorte vous remettre sur le pied de manière très rapide, les assurances salaires ne vont pas fonctionner. Donc la rationalité médicale n'est pas simplement dans la médecine, elle est dans nos vies d'un bout à l'autre. Il n'y a pas seulement cette généralisation de la souffrance psychique qui est très importante, sur laquelle il y a un combat politique à faire, c'est-à-dire d'un côté, il faut la politiser pour revendiquer des meilleures conditions, et d'un autre côté, il y a évidemment toute une industrie et toute une série de corporations socio-professionnelles qui veulent aussi, en quelque sorte, la coloniser pour essayer de donner une réponse qui est celle qui a cours aujourd'hui, mais aussi il y a tout un travail politique qui peut être fait. Et j'ai fait il y a 2 ans toute une série d'entrevues avec des gens qui avaient été diagnostiqués de dépression majeure, qui avaient au moins 2 diagnostics fermes. C'est des gens qui avaient pas de doute par rapport au diagnostic. Dans toutes ces entrevues-là, très très longues et très difficiles parfois, et toutes ces personnes-là, la manière de, en quelque sorte, décliner sa souffrance était par rapport à son travail. Ce n'était pas question de famille, presque jamais. Ce n'était pas question de loisirs. Ce n'était pas question de qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie, qu'est-ce que j'ai fait par le passé. Le passé n'existait pas, la sexualité non plus. Tout ce qui obsédait la personne dans sa souffrance, c'était son rapport au travail. Aujourd'hui, la question, la dimension du travail occupe une place énorme et fondamentale, sans laquelle on n'est personne. On vit dans des sociétés qui sont des sociétés d'individualisme de masse, on pourrait dire. On nous exige d'être un individu. Quand ça va bien, on est content parce qu'on pense qu'on est nous-mêmes l'auteur de notre succès, mais quand ça ne fonctionne pas, on est nous-mêmes le responsable de notre échec. Et là, les choses changent. Et là, l'une des déclinations de s'expliquer soi-même envers les autres la raison de son échec, de quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est en quelque sorte cette idée des dépressions qui fonctionnent très bien de tous les côtés. D'un côté, on fait de l'argent avec l'immense quantité de prescriptions qui sont faites. D'un autre côté, l'individu peut en quelque sorte traiter quelque chose qui devient honteux. Pour quelle raison? Si je demande de l'aide à quelqu'un, c'est une façon de confirmer que je ne suis pas autonome. Si je m'enferme entre l'expert et les médicaments, c'est un type de prise en charge qui fait l'affaire de tout le monde, même si ça ne fonctionne pas. Et on le voit parce que les prévalences ne changent pas. Et si on regarde un petit peu les récits dans lesquels ces personnes-là ont en quelque sorte tombé en dépression, on voit que la question, le rapport au travail est toujours complexe et toujours négatif. Et l'une des réponses qu'on peut trouver, par exemple, et qui ces gens-là même nous donnaient en disant, bon, qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte qu'on ne serait pas rendu là? Qu'est-ce qui aurait pu m'aider à ne pas arriver à cette espèce d'image ou des tableaux dépressifs? Et l'idée, c'est un équilibre dans les activités qu'on fait sont tous les jours. Aujourd'hui, le travail occupe la place principale dans notre vie. Si on n'est pas une identité professionnelle, on n'est personne. Ce n'est pas seulement une dimension importante, c'est notre gage d'existence sociale. Donc perdre le rapport au travail, c'est bien plus grave qu'autrefois, et c'est bien plus grave qu'être séparé, divorcé, qu'avoir toutes sortes de problèmes. Les problèmes qui se fixent par rapport au travail sont les problèmes qui vont en quelque sorte toujours connoter avec les diagnostics de dépression. Évidemment, dans les diagnostics de dépression, il n'y a aucune question qui correspond au vécu de la personne. Un diagnostic de dépression se pose de manière très sèche, je vous dirais. Il n'y a rien dans votre contexte, dans votre environnement qui puisse être pertinent. Tout ce qu'on va voir, s'il y a 9 critères que vous allez remplir ou pas. D'abord, est-ce que votre humeur est dépressive? Est-ce qu'il y a une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir? Est-ce qu'il y a une perte ou gain de poids? Est-ce qu'il y a de l'insomnie ou de l'hyperinsomnie? Est-ce qu'il y a de l'agitation ou des ralentissements psychomoteurs? Est-ce qu'il y a de la fatigue ou de la perte d'énergie, du sentiment de dévalorisation ou de la culpabilité? Est-ce qu'il y a de la diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer? Est-ce qu'il y a des pensées de mort récurrentes ou idées suicidaires? Si vous avez 5
critères sur 9, vous allez avoir votre diagnostic, et avec votre diagnostic, il y a l'antidépresseur. Rien dans tout ça touche la situation de la personne. Rien dans tout ça touche notamment la situation de travail. Donc c'est un diagnostic formel, utilisé de manière très rapide. Dans 5 ou 10 minutes, vous pouvez être diagnostiqué et vous allez sortir à votre médicament et rien n'est réglé. Je vais conclure de manière un petit peu rapide. On consomme de manière très obéissante ce que nous demande de faire. Ce sont des scientifiques, des médecins qui nous demandent de faire ça. Et le pire, c'est ça qui ça devient beaucoup plus pervers, on le fait pour notre bien. Comment résister à ça? Que quelqu'un qui veut nous aider avec une pilule, avec un traitement qui, on nous dit, ça va nous remettre sur le pied en quelques semaines. Comment résister à ça? Et l'une des façons de le faire, c'est justement, je dirais, remettant en question la manière de diagnostiquer un trouble de santé mentale. Aujourd'hui, on a quelque chose qu'on appelle un petit peu la Bible de la psychiatrie, les manuels de diagnostic et statistiques des ordres de troubles mentaux, qui contient environ 350 et 400 problèmes de santé mentale répertoriés selon la façon de les compter. Et si vous regardez ces manuels-là et vous n'êtes pas là, est-ce que vous êtes mort? Parce que tout est là. Tout le monde peut se reconnaître quelque part. Donc on a balayé la vie de A à Z, on rentre tous là avec un critère très souple et très formel. C'est-à-dire, c'est un texte qui aujourd'hui est un best-seller, tous les médecins ont un, et tous les sociologues, tous les anthropologues, tous les travailleurs sociaux ont un ou deux dans leur bureau. Donc c'est une façon, une grille pour regarder le monde qui a remplacé toutes les grilles sociales ou psychosociales. Et aujourd'hui, il y a une force énorme avec ce type de grilles qui, en quelque sorte, vont nous-mêmes aller, en quelque sorte, ratisser tous nos mouvements d'humeur d'un bout à l'autre, et c'est de ce type de dispositif duquel il faut se défaire si on veut, en quelque sorte, trouver quelque chose qui fasse du sens. J'insiste sur un thème, et je finis sur ça, et les antidépresseurs peuvent fonctionner comme n'importe quoi individuellement. Ça peut soulager comme n'importe quoi individuellement. Mais quand on est sociologue, on regarde un petit peu les grandes tendances, et quand on voit que tout le monde prend des antidépresseurs et les taux de prévalence ne descendent pas, comme le faisait Durkheim avec les suicides, peut-être qu'il faut chercher ailleurs. Et on a beaucoup de choses à chercher, notamment au niveau du travail. Merci. Merci beaucoup, Marcelo. Si je devrais en quelque part, non résumer, mais condenser cet exposé qui est déjà dense dans les 20 minutes qu'on vous a loué, je dirais que en plus de cette centralité du travail qui envahit toute la vie humaine et qui la rend unidimensionnelle, reliée à ce que quelqu'un qui écrit un livre, la fatigue d'être soi, non, de cette obligation d'autonomie, je ne peux pas m'empêcher de rappeler une anecdote personnelle qu'à un moment donné, quand j'avais émigré en Amérique du Nord, au Québec, qui fait 20 quelques années, j'avais dit ici, je vois les gens, je disais à mon ami, très préoccupés pour leur autonomie, ils en font une valeur centrale, mais je vois beaucoup de gens malheureux. Il m'avait répondu une réponse géniale, il m'avait dit, oui, tu as raison, on est malheureux, mais on est autonome. Non? Alors, c'est qu'à un moment donné, il y a comme des mythes qui prennent le dessus au-delà des résultats et qui ça rejoint quelque part ce que vous dites, de que ça augmente les dépressions, on dit qu'on le traite mieux, et ça me fait penser à ce que quelqu'un d'autre disait, l'intervention a été un succès, mais malheureusement le patient est décédé. Non? Alors, je ne voudrais pas faire de la démagogie bon marché, mais je pense que c'est des éléments qu'il faudrait qu'on tienne en compte. Mais vous avez parlé de remettre la façon de diagnostiquer, mais je pense que Robert Théoré, qui est à ma droite, qui est le responsable de l'action politique au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui va fêter son 30e anniversaire bientôt, je pense, si ce n'est pas déjà fait, non, mais bon, bientôt, que c'est une association qui regroupe 100 organismes qui cherchent à favoriser l'émergence d'une diversité de pratiques alternatives en santé mentale. Au niveau du mouvement communautaire au Québec, précisément Robert Théoré pourra nous amener pour compléter cette demande ou cette proposition de Marcelo de remettre au moins d'abord déjà la façon de diagnostiquer
c'est aussi la façon de traiter, de s'y prendre, que, quoi qu'on dise, est beaucoup plus riche que la simple médicament ou médicalisation. Et je pense que vous avez vraiment des informations intéressantes à ce sujet. Alors, pour les prochaines 20 minutes, c'est à vous la parole. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas quoi rajouter après ce que Marcelo a mis sur la table. En tout cas, il y avait beaucoup d'éléments que j'avais mis moi-même dans ma présentation, mais contrairement à beaucoup de gens, je pense que j'ai appris en luttant contre la société dans laquelle on vit, à m'adapter assez facilement. Fait que c'est ce que je vais faire. Et souvent, aujourd'hui, si on médicalise tant, c'est peut-être parce que on refuse comme société tout ce qui est hors norme, tout ce qui est qui ne correspond pas au modèle d'être humain qui est nécessaire pour faire vivre une société capitaliste, encore plus quand elle est néolibérale. Fait que je dirais que c'est et compte tenu que je me pense pas comme un penseur néolibéral, mais plutôt comme quelqu'un qui pense de l'autre côté, je vais tenir peut-être des propos un peu plus critiques. Je n'irai pas, par contre, dans tous les détails sur les médicaments. Je suis pas un expert des médicaments. J'ai fait un bref séjour d'intervenant avec des jeunes en difficulté dans le domaine de l'itinérance, mais j'ai une formation d'économiste. Et j'ai jamais travaillé comme économiste parce que, effectivement, puis c'est un peu, ça va contextualiser un peu mes propos, parce que j'ai terminé ma formation d'économiste à une époque où l'économie était considérée comme une science sociale, puis au début des années 70, quand les premiers soubresauts du néolibéralisme ont commencé à s'imposer, l'économie est devenue une science administrative. Et de sorte qu'aujourd'hui, les économistes critiques, vous pouvez les compter sur les doigts de vos mains, alors que les économistes qui vont nous vendre les bienfaits du système dans lequel on vit, ils sont à profusion, ils travaillent dans les grands empires, les grands empires banquiers, dans les grands empires pharmaceutiques, dans les grands empires je dirais, de la santé, mais de la santé normative. Ceci dit, je termine la parenthèse. Je vais commencer par vous dire que il commence à y avoir un certain nombre de voix qui s'élèvent contre justement cette tendance-là à vouloir tout médicaliser, les souffrances que les personnes vivent, et à vouloir tout médicamenter pour permettre aux gens de continuer à vivre tout en éteignant leur souffrance ou tout en la ressentant moins. Dans le rapport du commissaire à la santé, justement, il y a des intervenants communautaires qui avaient été consultés, des intervenants en défense de droit, des usagers du service de santé qui disaient, qui s'inquiétaient que le recours aux médicaments, pas qu'il y ait un recours aux médicaments, mais que le recours aux médicaments apparaisse comme la seule stratégie de traitement des troubles mentaux. Ou à tout le moins celle qui était celle qui était jugée trop dominante. Du même souffle, le commissaire citait aussi d'autres études qui disaient « Les médicaments psychotropes sont bien souvent la seule option que sont en mesure de proposer les omnipraticiens aux usagers en détresse psychologique qui se présentent à leur clinique. » Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas d'autres choses. Parce que les médecins ne connaissent pas d'autres choses. Ils sont dans leur bureau et ils reçoivent des gens en détresse. La dernière personne qu'ils ont probablement rencontrée, c'est le vendeur de pilules qui est venu les voir ou avec qui ils sont allés manger puis qui les a proposé tel ou tel médicament nouveau ou modifié. Puis, c'est ça qu'ils ont
comme voie pour intervenir auprès des personnes. Ils connaissent peu les ressources, d'autres types de ressources dans le milieu. Au Québec, on disait tantôt, Marcelo disait, on prescrit le tiers des antidépresseurs, puis pourtant, on a juste 23% de la population canadienne. Les taux d'augmentation de prescription sont faramineux. On parle de 400% d'augmentation. Et là, je vais y revenir tantôt, parce que si Marcelo a parlé de la dépression, moi, je vais vous faire un petit bout tantôt sur la maladie de l'avenir. Puis la prochaine population captive à qui on est en train de s'adresser. Puis c'est les enfants. On va aborder ça tantôt en parlant plus de la question comment on voit l'importance des déterminants sociaux de la santé. Je saute par-dessus. On disait, je travaille au recrutement des ressources alternatives en santé mentale. Ces ressources-là existent depuis une quarantaine d'années, près de 40 ans. Le regroupement, lui, va fêter ses 30 ans cette année. Et la première chose qui a réuni des gens ensemble, d'ex-psychiatrisés et aussi des intervenants qui sont venus s'ajouter après, c'est le refus de cette vision-là biomédicale unique de la souffrance des personnes. C'est ça qui a réuni les gens. Et encore aujourd'hui, le regroupement est très critique par rapport, et nos ressources sont très critiques par rapport à cette vision-là, essentiellement biomédicale. Voir la souffrance comme étant, je dirais, le résultat d'un mauvais fonctionnement au niveau du cerveau, de mauvaises connexions entre les neurotransmetteurs ou des problèmes de manque ou de surplus de protéines de je ne sais pas trop quelle sorte. Mais c'est ça le discours. C'est ça que le discours qu'on entend. Il n'y a pas une fois où on est capable d'aborder la souffrance d'une façon autre qu'à travers une vision médicale. Et ça, quand les gens viennent nous voir dans les ressources alternatives, c'est pas de ça qu'ils veulent nous parler. Ils veulent nous parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont, de par où ils ont passé, de qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie. Puis ça, ils peuvent en parler pendant des semaines, pendant des années, et on va les écouter. On va les accompagner, on va les aider à trouver, pour qu'eux autres puissent trouver eux-mêmes des solutions individuellement, mais aussi avec les autres personnes qui vivent la même situation qu'eux autres. C'est ça le nœud. Et ça, c'est carrément à l'opposé de ce qu'un médecin va faire. Puis je dirais même, je ne suis pas un spécialiste en psychiatrie, là, mais il y a beaucoup de psychiatres qui ne prennent pas, on le sait parce qu'il y en a qui écrivent, qui disent ce qu'ils font, là, mais il y a beaucoup de psychiatres qui ne prennent pas le temps d'écouter. On vérifie qu'est-ce que tu as fait la semaine passée, as-tu pris tes médicaments, t'es-tu trouvé un job, mais ce que la personne vit profondément à l'intérieur d'elle-même, ça n'intéresse pas personne. Dans les milieux de travail, c'est la même chose. Pourquoi on a mis dans les années... Moi, j'ai fait un stage assez prolongé dans le milieu syndical comme travailleur en métallurgie, puis après ça comme conseiller syndical. Puis il a fallu qu'on pousse pour mettre sur pied ce qu'on a appelé des programmes d'aide aux employés. Parce que quand on allait parler avec le directeur des ressources humaines parce qu'on avait un problème familial, parce qu'on avait un problème d'argent, parce qu'on pensait qu'à un moment donné, on s'absentait trop au travail parce qu'on n'était pas en mesure d'aller au travail, bien, le boss, il nous écoutait pas. Le boss, il nous donnait un avertissement, puis il disait, si tu fais pas attention, bien, on va te suspendre, on va te mettre dehors. C'est entre travailleurs
qu'on a pu se parler puis essayer de trouver des solutions, trouver des avenues. Les gens qui sont sortis de psychiatrie dans les années 60, qui sont sortis des hôpitaux psychiatriques dans les années 60, ils ont fait la même chose. Ils se sont réunis, puis ils se sont parlé entre eux, puis c'est comme ça qu'ils se sont donné des avenues. Je pense que c'est important de se rappeler, parce que moi, quand on me dit ça va être prouvé ou c'est prouvé que tel ou tel type de problème, c'est une maladie, à partir de quoi on prouve ça? À partir de statistiques, à partir de niveaux de prévalence? Les causes des problèmes de santé mentale, là, ils n'ont jamais été établis par l'approche biomédicale. Ça fait quoi? 60 ans que le DSM, qu'on fait des moutures diverses du DSM, ni les recherches en neurosciences, ni les nouvelles recherches en génétique ont réussi à mettre le doigt sur les causes d'un grand nombre de problèmes de santé mentale. On n'a pas réussi à mettre au point d'indicateurs sur certains qu'on peut valider par une prise de sang, par un test d'urine. On n'a pas réussi à faire ça. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est calmer soulager les symptômes, calmer un certain type d'angoisse que vivent les gens, mais on n'a jamais trouvé la cause. Puis on n'a pas trouvé la cause, puis la dernière mouture du DSM va encore plus loin. On va pathologiser d'autres types de problèmes. Je vais juste vous en donner quelques-uns. Là. Moi, j'avais sursauté, parce que je ne le savais pas, en lisant un article dans la presse où on disait qu'on était pour... Attendez un peu que je trouve mon papier. Que dans le nouveau DSM, on dit, OK. Qu'on pathologisait le syndrome prémenstruel pour les femmes. Je n'élaborerai pas là-dessus, vous comprendrez, je ne suis pas un spécialiste, là, mais qu'on mette le nom d'une maladie sur quelque chose qui est quelque chose de tout à fait normal dans la vie de toute femme. Puis, si elle a un conjoint, ça devient aussi normal. Ces épisodes-là deviennent quelque chose de normal dans la vie en couple. Qu'on trouve le moyen ou qu'on cherche le moyen de nommer ça comme étant une maladie, c'est un peu aberrant. Pourquoi on le fait, par contre? Pourquoi on le fait? Parce que les femmes vont travailler. Puis quand ils sont plus irritables au travail, bien, ils sont moins productifs. Puis s'ils sont moins productifs, bien là, ils deviennent des fois... ils deviennent fatigants pour les autres. Il y en a d'autres. On parle, puis chez les enfants, on met le désordre, on appelle ça le désordre de dérégulation dit d'humeur explosive. Ça, c'est quand vous avez un enfant là, qui a 4-5 ans, là, puis qu'à un moment donné, il vous pète une grosse maudite colère, puis qui ne veut pas écouter, puis qui ne veut rien savoir. Ça, c'est dans le nouveau DSM, c'est symptomatique d'un enfant qui, plus tard, risque d'avoir des problèmes de violence. On parle d'hyperphagie boulimique, là, des épisodes, qui c'est qui a mal vécu ça là, dans le temps des fêtes, de s'empiffrer, ben, c'est ça, là, ça se définit comme des épisodes récurrents d'absorption d'une quantité disproportionnée de nourriture à une seule occasion. Puis on a l'impression d'avoir perdu le contrôle sur notre vie. L'autre, c'est la première fois que j'entendais, la silogomanie. Le hoarding en anglais, c'est l'accumulation d'objets de façon compulsive et excessive. On parle d'objets sans valeur entassés au point de nuire à la qualité de vie d'une personne. Ça s'est fait connaître à partir de 2010.
grâce à la chaîne de télévision TLC. Je ne sais pas si ceux qui ont le câble, là, vous avez ça, la chaîne TLC, qui a consacré une série télévisée avec une émission qui s'appelait Hoarding Buried Alive. La dermatillomanie, ça, c'est les gens qui se pincent les boutons à longueur de journée. Les skin pickers, qui appellent ça. Et finalement, et non le moindre, le deuil. Le deuil, ça peut être une cause de dépression. Mais le deuil, avant ça, en tout cas, j'ai un certain âge, je sais, moi, que ma mère a vécu un deuil quand mon père est mort. Ça faisait 40 ans qu'ils vivent ensemble. Fait que son deuil était long. Il était long. Il ne serait jamais venu à l'idée de quiconque dans ma famille ou je pense dans son entourage, de dire, ben écoute, pourquoi tu vas pas voir le médecin? Parce qu'on pense que tu fais une dépression. On a tout simplement, on l'a accueilli dans ce deuil-là, puis on l'a accompagné. On pathologise aussi. Oui, il doit me rester à peu près 5 minutes. Là. Ça me rappelle qu'il faut que je parle des pratiques alternatives, mais j'y arrive. C'est la différence. L'autre chose aussi, c'est que, et ça, Marcelo l'a abordé un peu, c'est tout le lien entre la psychiatrie, la médicalisation et le système socio-économique dans lequel on vit. J'entendais, puis il y en a d'autres peut-être qui l'ont entendu, un conférencier français qui est venu au Québec il y a quelques mois qui parlait de l'homo economicus, l'homme économique, où l'individu, l'être humain n'a de sens que dans la mesure où il a une valeur économique, que dans la mesure où il est apte, il est capable de jouer un rôle dans la société. Sinon, il n'y a pas de valeur. Fait que les instruments thérapeutiques qu'on utilise pour ça, bien, c'est la médication et certaines autres thérapies là, sur lesquelles je suis moins, où on travaille sur les comportements pour que les gens s'ajustent, s'adaptent. Mais ce qu'on veut, c'est en bout de ligne, c'est un individu facilement adaptable. J'en arrive aux troubles, parce que je m'en voudrais de passer par-dessus ça, les troubles envahissants du développement. Je cherche mes notes, là. Les voilà. Okay. Les troubles bipolaires, bon, on va l'avoir ici. Bon. M'excuserez, là, mais je vais vous raconter. En 2007, je vais y aller de mémoire, en 2007, à New York, il y a un organisme public qui s'est mis à faire une énorme publicité en disant aux parents, soyez certains que votre enfant n'est pas atteint du trouble d'un TDAH, d'un trouble envahissant du développement. Parce que si vous n'êtes pas sûr, vous allez faire partie de l'immense cohorte d'enfants qui représentait à peu près 30% des enfants américains qui souffrent de ce problème-là. C'est valable, je n'avais pas, peut-être que tantôt, là, pendant la période de questions, j'aurai le temps d'avoir retrouvé mes notes. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça et on risque de faire avec les enfants exactement la même chose qu'on fait avec les adultes. On va médicamenter très jeune pour éviter que ces enfants-là, plus tard, deviennent des adultes inadaptés. Et c'est pas drôle. Il y a plusieurs personnes, puis je pense que vous en connaissez, des gens qui regardent leurs enfants puis qui se posent la question. Moi, j'ai 2 petits-enfants. Un qui va avoir 4 ans, puis l'autre qui va avoir 2 ans. Puis
Des fois, ils piquent une crise. Des fois, ils sont agités, ça court partout. On se pose la question, ils vont-ils avoir un trouble? Ils vont-ils être diagnostiqués, eux autres, à un moment donné, hyperactifs? Puis on va-tu leur donner du Ritalin? Je pense qu'il n'y a pas un parent moderne aujourd'hui là, qui ne se pose pas cette question-là. Et quand... Et je dois me laisser à peu près à 2 minutes, là. Quand on accueille les gens dans les ressources alternatives, souvent, ça fait partie de leur histoire de vie, ce genre de passé-là qui nous remémore. Et ils nous en parlent. Puis des fois, ils font les liens entre eux. Ils font des liens qui leur permettent justement de passer à travers ça, puis de passer à une autre étape, de reprendre un peu de pouvoir sur leur vie parce qu'ils comprennent qu'il y a des liens qui se font entre ce qu'ils ont vécu dans leur passé, puis le cheminement qu'ils ont suivi. Le médicament, lui, à travers ça, n'a fait qu'éteindre, bien souvent, les symptômes, puis ça les a peut-être ralentis dans leur capacité d'apprendre de ce qu'ils sont profondément, puis par le chemin où ils ont passé, ça leur ralenti un certain nombre de choses. Il y a on publie des revues de presse au regroupement depuis quelques années. Puis je me rappelle que ça avait souvent un tollé, surtout chez les intervenants qui travaillent dans le réseau public, où il y a un philosophe qui avait dit à un moment donné, les gouvernements ont tout intérêt à ce que les gens soient ignorants. On a déjà entendu ça au Québec, là. On a tout intérêt parce que c'est des gens dociles, là. On n'a pas intérêt à ce que les gens aient misé sur l'esprit de révolte des gens, sur le fait qu'ils rejettent certaines des manifestations sociales auxquelles ils sont confrontés. On n'a pas intérêt. La psychiatrie fait un peu la même chose, dans la mesure où elle s'organise pour que les personnes soient en mesure de s'adapter au fait qu'ils sont malades. Hein? C'est la première étape, c'est l'acceptation d'être un malade puis de l'être à vie. Sur les déterminants sociaux, puis j'espère qu'on va en reparler dans les questions, parce qu'à l'heure actuelle, quand on a commencé à parler de déterminants sociaux il y a assez, je dirais, dans les années 60-70, quand, en tout cas, dans le milieu communautaire, on commençait à parler de déterminants sociaux. De toute façon, on voyait l'action sur les déterminants sociaux comme étant une façon de transformer la société. Aujourd'hui, les déterminants sociaux sont vus comme des outils d'analyse pour être capable de déterminer ceux qui risquent à terme d'avoir des problèmes. Donc, on ne vise plus. Quand on parle de travail, quand on parle d'éducation, quand on parle de logement, on parle, puis qu'on dit aux gens, il faut que les gens qui ont des problèmes de santé mentale aient accès aux mêmes conditions. Ces interventions-là sont de plus en plus des interventions d'ordre individuel et de moins en moins, on agit sur le fait, sur les inégalités qui font en sorte de répondre à la question pourquoi, même s'il y a un problème de santé mentale, il n'y a pas le droit d'avoir un logement? Pourquoi, même s'il y a un problème de santé mentale, il n'y a pas le droit au travail? Pourquoi il n'y a pas le droit à l'éducation? On ne répond pas, on ne joue pas sur les structures qui font en sorte d'exclure ces personnes-là, mais on joue davantage, on veut davantage faire en sorte que les personnes s'adaptent à ces contingences-là, parce qu'en bout de ligne, les contingences, je vous dirais que ça fait un peu notre affaire, même à nous autres, parce que ça voudrait dire peut-être transformer des choses fondamentalement dans la société dans laquelle on vit. Fait que on reviendra sur la période de questions tantôt pour la question des alternatives.
Merci beaucoup, Robert. En vous entendant parler sur le refus de voir les causes économiques et sociétales qui sont à l'œuvre dans la genèse des troubles mentaux, et je me demandais aussi jusqu'à quel point il y a des causes, on pourrait dire culturelles, de ce besoin de pas seulement être performant pour fonctionner dans le système, mais pour répondre à de ce qui est l'idéal, d'être parfait, de ne pas avoir rien de croche, ou le moins possible, et que c'est une sorte de recherche d'un paradis personnel, qui, on sait déjà que la recherche du paradis parfois nous mène à l'enfer directement. Il y a des raisons historiques à ce sujet, on en a beaucoup. Et même si ce n'est pas le biais de la religion et spiritualité, religiosité, Hélène Corrin va nous entretenir sur le contexte culturel dans lequel il faut d'abord comprendre sur la maladie mentale ou les troubles mentaux, ou ce qu'on considère des troubles mentaux, ont lieu, et comment, pas seulement pour mieux les comprendre, mais aussi pour en tenir compte, pour mieux intervenir, pour mieux agir. Alors, Hélène Corrin est psychanalyste et chercheure émérite à l'hôpital Douglas, a des champs d'expertise en psychose et culture, perspective interprétative, service de santé mentale adapté à la culture, groupe communautaire et parallèle en santé mentale. Et en plus de liens entre santé mentale et culture à large, elle s'est penchée sur les liens entre santé mentale et spiritualité, notamment dans des recherches sur le terrain en Inde. Alors, quel rôle joue la spiritualité et la religion sur la santé mentale? C'est quoi qui peut les rendre soit source de maladie mentale, soit source de guérison? C'est la question qu'on a demandé de répondre. Hélène, c'est à vous. Pour aborder cette question, je me suis dit qu'il fallait d'abord partir de la santé mentale et de l'idée que la santé mentale, c'est un certain état ou plutôt un processus en devenir qui concerne l'humain dans son être même, dans ce qui le définit comme humain. Et ça implique un certain sentiment de plénitude dans le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, mais aussi la possibilité de se représenter un futur dans lequel nous nous reconnaissons. Et dans cette perspective, on peut dire que la santé mentale est une visée, quelque chose vers quoi on tend. Et pour se soutenir dans ce mouvement, les êtres humains font appel à leurs ressources personnelles, telles que se sont élaborées dans une certaine histoire, et également aux ressources de leur culture. Et parmi ces ressources, la religion et la spiritualité. Dans les différentes sociétés, ce sont les grands systèmes religieux ou philosophiques qui permettent aux êtres humains de se confronter à ces grandes questions, qui cherchent ou proposent des réponses aux énigmes de la vie et de la mort. Quelle que soit la vérité ou l'illusion de ces solutions que proposent ces systèmes, ils donnent forme à une aspiration humaine vers un dépassement de soi et vers un dépassement des évidences du monde matériel. Et en cela, on peut dire qu'il nous aide à demeurer plus humains. Il fait toutefois distinguer différentes facettes dans ce rapport à la transcendance. Et une des voies d'approche que l'on peut emprunter est de distinguer la religion, la religiosité et la spiritualité. On pourrait dire que la religion se situe du côté de la culture. C'est un ensemble de croyances, de dogmes, élaborés collectivement par un groupe humain. C'est à la fois un ensemble d'idées et de représentations, un certain type d'organisation sociale et un ensemble de pratiques imposées de manière plus ou moins stricte. Ainsi, les religions sont de puissantes constructions humaines, des chefs-d'œuvre de l'esprit qui apportent des réponses aux grandes énigmes de l'être humain. Elles visent à faire sens. Et par les règles et les principes moraux qu'elles imposent, les religions contribuent au renoncement pulsionnel, nécessaire aux exigences du vivre ensemble. Elles jouent alors sur le sentiment de culpabilité, associé à la transgression des principes prônés par la religion. Et cet ensemble de croyances et de pratiques a une valeur collective importante, dont la force augmente souvent en situation de menace identitaire, individuelle ou collective. Par exemple,
en situation d'immigration ou de refuge, ou lorsque l'existence se trouve mise en péril. Mais les domaines du religieux comportent aussi des risques. Tout comme la religion est une source d'appartenance et d'identité, elle peut amener à exclure l'autre, qui ne participerait pas à ses croyances et à ses pratiques. Il y a aussi toujours un risque pour les religions de se solidifier, de devenir dogmatiques. Elles s'accompagnent alors d'un interdit de pensée. Jean-Michel Hirt écrit « Dès que les croyants chosifient les écritures de leur religion, ils tentent d'arraisonner le divin et le transforment en objet au lieu de se laisser transformer par lui. » Ça, c'est pour la religion. La religiosité se situe du côté des personnes. Elle s'ancre dans les mouvements de désir et les craintes qui sont inhérents à la vie psychique et qui poussent les personnes